parlé avec François, puisque Jean-Luc était déjà convaincu, quand on a dit, mais est-ce que tu as vraiment compris qu'on ne sait pas où on va? Et que du coup, voilà, on ne savait vraiment pas où on allait, hein, parce qu'on ne pensait pas être là 2 ans après, pas comme ça, pas comme en ce moment, et pas comme on vit en ce moment, tout du moins. Et quand on lui a dit, est-ce que tu as vraiment compris qu'on ne sait vraiment pas où on va, il a eu cette très belle phrase qu'il a dit, et il a dit, c'est la définition même de la recherche. Et je trouve que cet esprit-là, s'il était un petit peu plus ailleurs, dans les territoires, variés et divers, dans les sphères politiques, variées et diverses, etc., chez les entrepreneurs aussi, eh bien, ça irait beaucoup plus vite et qu'on avancerait, on avancerait plus facilement. Voilà. Merci encore pour tout. Alors, parmi nous, vous avez de petites bestioles que vous aurez. Vous avez Aline, méfiez-vous, parce que tout au long de l'après-midi, Aline va faire des croquis à droite, à gauche. Vous avez sans doute, si vous êtes venu directement dans l'amphithéâtre, vous avez pu voir Camille qui a fait une excellente présentation de photographie à l'entrée de l'amphi. Ça sera très très bien discuté avec elle. Lorsque vous allez descendre au rez-de-chaussée, dans le couloir, vous avez une présentation des croquis d'Aline qui vous permettront d'avoir une petite vue de tout ce qu'elle a fait depuis au minimum 1 an, 2 ans dans le monde des Fab Labs en France. Aujourd'hui, elle est parmi nous, elle va nous croquer de temps en temps et je vous demande de garder l'œil ouvert puisque au hasard de ces pérégrinations entre ici et le Fab Lab, tout au long de la journée vont apparaître des dessins qui vont être accrochés dans des endroits probables ou improbables. Donc gardez l'œil ouvert parce que c'est pas parce que vous passez sur un mur qui est vide que 10 minutes après, vous ne retrouverez peut-être pas votre caricature ou le dessin de ce qui se passe autour de vous. Voilà, donc faites attention, la dame en rose est en train de vous croquer. Il est 14h40, nous sommes déjà très en retard, mais c'est normal, c'est le Fab Lab, donc merci de votre patience. Donc la séquence suivante, c'est une séquence qui est très importante pour nous, elle est totalement symbolique, donc comme tous les symboles, ça porte une charge émotionnelle et drôle. Nous allons en fait faire une remise officielle du premier diplôme de Fab Manager qui a été réalisé au sein de l'Université de Cergy-Pontoise, le Fab Lab. Alors, c'est grandiloquent, c'est plein de mots, ça ne s'appelle pas, master en plein de choses. Mais comme on l'a dit en tout début de réunion, l'Universcience, donc c'est pas n'importe qui quand même, l'Universcience pour les plus anciens, c'est tout simplement Porte de la Villette, c'est toutes ces choses-là, c'est un monde merveilleux du savoir et du partage des connaissances ouvert à tout le monde. Donc quand on est venu nous voir, on dit bah voilà, on va bientôt ouvrir un Fab Lab chez nous. On a un petit peu discuté et ces gens-là ont accepté de faire la bêta-test, la première version de notre diplôme universitaire. Donc ce sont des casse-coups et quelque part on est super contents qu'ils aient essuyé les plats pour les autres. Alors aujourd'hui nous avons une promotion de je crois 9 personnes, ou 10, totalement symbolique. Donc on n'a pas d'un diplôme écrit à donner, on n'a pas une médaille, celle-là ils en font tranquillement par la poste par la suite, mais j'aimerais bien qu'ils puissent défiler parmi nous pour tout simplement puissiez voir ces casse-coups magnifiques qui ont passé 120 heures avec nous. Des moments parfois un tout petit peu difficiles, parfois très rigolos, où on s'est bien amusé, où ils ont vraiment joué le jeu à fond. Et ça nous a permis, nous, de valider quelque chose qui est très important, c'est qu'en effet, ici, on peut maintenant faire des vraies formations, qui sont ouvertes à la formation professionnelle, qui permettront à des gens qui ont envie de se lancer dans l'aventure des Fab Labs, et bien d'apprendre les connaissances nécessaires, soit pour en créer un, parce que, croyez-nous, c'est franchement pas rigolo, c'est pas facile, soit tout simplement de devenir animateur de ces lieux, puisque animer un Fab Lab, c'est un tout petit peu comme faire du surf ou essayer de dompter un cheval fou. C'est pas facile, donc Lily Gendrin peut vous en parler, Adèle peut vous en parler, Chloé peut vous en parler. C'est un vrai métier à part entière. Nous avons ici 9 personnes de la Cité des Sciences qui en sont en train de faire leur vrai métier. Ils inaugurent leur beau Fab Lab à la Cité des Sciences de la Villette le 12. Nous y serons. Si vous n'avez rien de moins important à faire, je vous encourage fondamentalement à vous prendre par la main, puis le 12, allez leur dire coucou pour l'inauguration, ça serait chouette. Donc, messieurs, là, on va faire comme au César, j'appelle sur la scène pour que tout le monde puisse les applaudir, nos 9 diplômés, futurs diplômés, impétrants, appelez comme vous voulez, casse-cou, magnifiques, qui ont osé venir, et donc les dames en droit à l'église, et les messieurs, tout simplement. David Forgeron. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vous présente rapidement. Donc, je suis David Forgeron.
chargé de projet à la Cité des Sciences, et donc je m'occupe de la mise en place du Fab Lab. Et pour la petite histoire, quand même, parce que c'est assez important, ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu qui accueille le Carrefour numérique, enfin le lieu qui accueille le Fab Lab à la Cité des Sciences s'appelle le Carrefour numérique, et historiquement, on est un lieu de réduction de la fracture numérique. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 10 ans, on a fait des initiations autour de la prise en main de l'informatique, d'Internet, et là, effectivement, on s'est retrouvé avec non seulement un changement d'activité, mais également un vrai changement de métier. Et c'est vrai que là, on partait un petit peu dans l'inconnu. On a fait le tour de certains Fab Labs, on a été se renseigner, et entre autres, justement, on est venu voir ce qui se passait au Fab Lab. On a pas mal échangé justement donc, avec Laurent, Emmanuel, Olivier qui était aussi là à l'époque. Olivier. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils étaient en train aussi de mettre en place donc, cette formation, ce début. Et c'est vrai qu'on a un petit peu sauté sur l'occasion parce que c'est vrai que ça a permis à l'ensemble de l'équipe de pouvoir essayer un petit peu d'avoir en tout cas une espèce de socle commun pour pouvoir commencer à mettre en place justement ce Fab Lab, sachant qu'on avait quand même un petit peu commencé à mettre les mains dans le cambouis, à monter des imprimantes 3D, etc. C'est chose que l'on n'avait jamais fait, il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas d'électronicien, il n'y a pas de technicien. Enfin, on est vraiment une équipe de médiation à la base, et du coup ça nous a permis justement d'apprendre au contact des autres, et également de lâcher un petit peu prise aussi sur la manière dont on transmet aussi le savoir. Et du coup en s'appuyant beaucoup plus aussi sur vraiment les savoirs aussi de nos usagers qui du coup eux-mêmes ont plein de choses à apporter aux autres, mais également à nous. On remercie déjà toute l'équipe du Fab Lab qui nous a accompagnés là-dessus. Et j'en profite aussi pour remercier tous nos usagers, certains, je sais qu'il y en a certains qui viennent ici régulièrement ici, donc ça c'est fait. Voilà, donc j'espère qu'il y aura d'autres promus par la suite. Autre chose à dire. Donc voilà, et juste pour dire, là je vois qu'il y en a certains qui sont mis sur leur 31. Voilà, exactement, bon, j'ai presque fait l'effort, mais en fait, voilà, désolé. Donc, je crois que c'est tout. Et effectivement, comme le disait Laurent, donc nous on inaugure la semaine prochaine, le 12 mars. Vous êtes tous cordialement invités à venir fêter un peu ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Carrefour numérique, donc, effectivement, accueille donc, un Fab Lab, mais accueille également donc, un Living Lab, où là, on est plus dans une démarche, on essaie de mettre en relation des utilisateurs finaux avec des concepteurs, des chercheurs, etc. Enfin, c'est un projet global. On vous invite à venir nous voir pour fêter ça ensemble, autour d'un verre, un petit buffet, plein de choses, plein de choses à voir. Merci. David, avant que vous échappiez, d'abord, merci à vous, vraiment, parce que j'ai pas été moi très présente, mais je sais que ça s'est très bien passé. Et franchement, je crois qu'on a tous vécu ça dans des conditions un peu particulières. C'était la première, donc voilà, vous avez essuyé les plâtres aussi, il faut bien le dire, mais maintenant ils sont propres. Vous voyez les plâtres. Moi, je voudrais ajouter quelque chose parce que l'aventure Fab Lab pour Laurent et moi, elle commence chez vous. C'est le retour d'expérience aussi, puisqu'en décembre 2011, Universcience a monté la première journée où ils ont dit si des gens en France ont envie de monter des Fab Labs, bien venez, ça se passe au mois de décembre, c'est en 2011 et c'est à Universcience. Moi j'étais en Vendée parce que je suis toujours en Vendée. Et je me souviens d'avoir lâché une grosse formation en me disant ça doit avoir du sens ce truc décidément. Donc j'ai envie d'y être. Et c'est là que Emmanuel, on se croise la première fois, je pense, donc Emmanuel Gios qu'on vous présentera tout à l'heure. Et on est nombreux aujourd'hui avec des acteurs de ce mouvement français et à s'être croisés pour la première fois chez vous. Et je pense que la prochaine grande réunion aura peut-être lieu chez vous aussi, quoi. Peut-être, on ira voir. Voilà. Et la boucle sera bouclée. Donc merci à vous tous. Alors, avant de passer à la table ronde sur laquelle on est très en retard, donc on la fera plus courte, on va improviser, c'est pas grave, on va trouver. Avant de commencer la première table ronde, il n'y a pas d'anniversaire sans cadeau. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc le Fab Lab c'est dit qu'il n'y avait pas de raison. Donc le cadeau serait un peu encombrant. Adèle n'est pas là, Adèle. C'est caché. Bon, c'est pas grave, on lui dira après. Ouais, on lui dira mais quand même, Adèle.
C'est ça. Les managers ne sont jamais en les attentes. Le cadeau est un peu encombrant. Il arrive en milieu de semaine, la semaine prochaine. Il est un peu beaucoup gros. Il va assez vite. On m'a dit qu'il est assez précis. On reçoit une Speedy 300 à laser. Donc on change de gamme. On part chez Protect. Désolé pour les Chinois, mais voilà. Ils nous ont convaincus avec leur machine. Et donc vous avez une nouvelle découpe laser toute neuve, ou presque toute neuve, qui arrive milieu de semaine prochaine pour l'équipe qui a beaucoup milité pour ce beau cadeau. Hein? Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous trouvions des chaises qu'on a oubliées, c'est pas grave. Donc, je vais disparaître 2 minutes de temps d'aller en chercher. Donc, nous allons lancer cette première table ronde qui va être très interactive, c'est-à-dire on va essayer de faire en 2 temps. On va vous présenter donc tout ce qui est fabrication contributive, les pratiques collaboratives, les financements participatifs, toutes ces choses-là, par le biais d'expériences vécues et réelles. Donc, des personnes que je trouve pertinentes vont être là devant nous pour en parler. Donc le format est relativement simple pour la table ronde. Initialement, on va présenter les 2-3 projets de chaque personne qui vont être sur la table ronde. Et après, on va tout de suite démarrer avec des interactions avec la salle, c'est-à-dire vous. Donc pendant que les gens présentent, commencez à préparer vos questions. L'interaction est importante. La table ronde, c'est une discussion et c'est pas juste se regarder le nombril et parler entre notre amis, c'est pas ça qui est intéressant. Mais ça serait tout simplement d'interagir avec vous et que vous regardiez un tout petit peu les sujets que vous pouvez sortir de là. Donc je vais appeler sur la table ronde donc Célia Gruson-Daniel qui va vous présenter son sujet de prédilection et que nous trouvons formidable, qui est Hack to PhD. Grosso modo, comment hacker une formation de haut niveau, mais il nous en parlera tellement mieux que moi. Monsieur Bouchereau, du LUL, qui est quand même un des grands apôtres du financement participatif français, et passer à côté du LUL, ne pas savoir ce que c'est aujourd'hui, c'est une faute grave, presque lourde. Je vais appeler monsieur Olivier Chambon, qui a plein de noms, on appelle le Barbu, monsieur Babozor, monsieur de la Grotte du Barbu, qui est une personne qui a le verbe haut, la faconde et une belle expérience aujourd'hui qui va vous expliquer. Emmanuel Gilloz, qui est notre, comment dirais-je, presque notre mascotte, puisque à chaque fois qu'on fait quelque chose d'important, Emmanuel est avec nous, et donc qui va vous montrer un tout petit peu son parcours, qui a bien bougé depuis ses premiers jours et ses premières imprimantes fabriquées dans sa chambre d'étudiant. Et pour animer tout cela, puisqu'il faut quelqu'un pour un tout petit peu agiter les idées et puis discuter, Emmanuel, que nous ne vous présenterons pas et qui va se charger tout simplement de faire vivre ce discours. Voilà, je donne le micro et je le laisse. On va y aller. On va faire vite. Moi, je vais juste vous dire pourquoi cette table ronde, pour nous, c'est important de ne pas vous raconter encore le FACLab. La plupart des gens nous connaissent déjà de toute façon, ceux qui sont là aujourd'hui. Mais on avait envie de dire pourquoi ça a du sens ces lieux et qu'est-ce qui s'y passe actuellement. Donc voilà, on a 4 thématiques. Effectivement, le financement, la production pair à pair, dont Emmanuel parlera, l'open science avec Célia, et un parcours complet, tout le reste. Voilà, tout le reste, avec Olivier. Je vais laisser se présenter. On commence par toi, Olivier. Ouais, on commence par toi. Ouais. Si, ça marche. Bonjour. Je me présente en 2 minutes. Donc Olivier Chambon, Babozor, La Grotte du Barbu. C'est un podcast vidéo où le principe c'est de bidouiller, de démonter, de réparer, de casser tout ce qui me tombe sous la main. Donc je fais de la cuisine avec une perceuse, je coupe pas bien, je soude mal, je me blesse. Et c'est juste pour dire qu'il n'y a aucun domaine qui est tabou et que l'apprentissage passe par l'erreur. Donc je montre mes erreurs en vidéo et je me fais mal devant plein de gens sur le web. Le but aussi c'est d'inciter les gens à prendre des outils et à faire, plutôt que de penser à ce qu'un jour éventuellement on pourra faire. Prends les tournevis, démonte ton ordinateur, démonte ton téléphone et voilà. Ça c'est la première partie on va dire de ma présentation. Depuis décembre, on a ouvert le Rural Lab,
qui est le premier Fab Lab rural de la région centre, à Nyon-sur-Creuse, 400 habitants. Ça se passe très bien. On a pris on a kidnappé l'ancien bar municipal, qu'on a transformé en Fab Lab. On va avoir presque 100 adhérents d'ici pas longtemps, donc c'est plutôt un bon succès. On essaye de trouver des moyens de se payer, mais on trouvera. Et donc c'est dans le même principe, plutôt que d'en parler et de faire des dossiers, on fait, et on se débrouille après. Le but il est là, par rapport à d'autres Fab Labs, de revenir à un niveau beaucoup plus bas. On répond aux attentes des utilisateurs qui sont je ne sais pas utiliser mon ordinateur, smartphone ça ne me parle pas, je ne sais pas l'utiliser, mon ordi ne marche pas, ma télé est cassée, j'ai envie de faire des trucs, et on guide toute la population. Quand je dis toute, c'est toute, ça veut dire ma voisine qui est en face, qui veut skyper sa petite fille qui est à Paris, ça veut aussi dire un étudiant en dizaine à Châteauroux qui a besoin de se fabriquer des trucs à droite à gauche. Voilà, alors moi j'ai participé à 2 projets sur Ulule qui sont bien passés, que j'ai fait. Le premier c'est Je te meule. Le premier jeu, d'ailleurs j'ai une boîte, on va montrer ce que c'est. En gros le principe, en 6 mois je suis passé d'une idée complètement débile qui est faire un jeu de plateau certifié HTML5. C'est-à-dire en général on essaye de faire des applis numériques de trucs physiques. Là j'ai physiquifié, je ne sais pas si ça se dit, quelque chose de complètement numérique. Donc avec ça, vous avez des cartes et vous pouvez coder du HTML. Donc financement participatif qui s'est très bien passé. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'essaye encore de livrer la 50aine de personnes qui m'ont baqué il y a 1 an. Je galère. Mais ça c'est une autre discussion. Et c'est un moyen très utile pour une idée complètement farfelue. Qui ne serait jamais passé chez un éditeur de jeux de société, qui ne serait jamais passé chez un banquier, et ben, la sagesse des foules a fait qu'ils m'ont permis de financer ça. D'ailleurs, je prépare un... Merci. D'ailleurs, je prépare un petit bouquin qui sera disponible en Creative Commons et aussi en version un peu payante, sur justement le financement participatif et de partager les erreurs que j'ai faites sur Je te meule pour que ça serve un peu à tout le monde. Voilà. Est-ce que tu peux nous définir les Creative Commons? Parce qu'on est beau d'autres clubs, je pense que... Creative Commons, en gros, ça veut dire je garde la paternité de ma création, mais vous pouvez le copier, le distribuer, le bidouiller, tant que vous dites que c'est moi qui l'ai fait au début, et que vous citez aussi les autres personnes, il n'y a pas de problème, et c'est gratuit. Et voilà. Bonjour. J'ai pas de présentation. Non, je vais juste peut-être vous raconter rapidement. Effectivement, déjà, je suis très content d'être ici parce qu'il y a beaucoup de lieux type Fab Lab ou beaucoup d'espaces de coworking aussi qui ont été financés sur Ulule. Donc il y a des affinités très claires en fait entre les deux univers. D'une part parce qu'un lieu c'est souvent aussi justement une communauté et que le financement participatif c'est un financement de projet où un porteur de projet trouve une résonance auprès d'une communauté. Donc le lien est assez simple à trouver. Et puis aussi parce que bien sûr à la base, c'est un esprit do it yourself avec des gens qui justement, plutôt que de passer par les fourches classiques de subventions ou de financement classique, proposent directement leur projet et du coup sont sur des sortes de circuits courts au niveau du financement qui font très souvent sens. Donc, pour rappeler rapidement donner quelques infos sur Ulule, c'est un site qui existe depuis octobre 2010, qui a permis déjà de financer près de 4000 projets. Sur 6000 projets présentés, ce qui fait un taux de succès sur 2014, le taux de succès est à 65%, c'est un taux assez important, c'est plus de 13 millions d'euros collectés. Enfin, je ne peux pas trop vous fatiguer le chiffre, mais surtout, quand on a lancé le site, dès les premières semaines, même dès les premiers jours, les premiers projets étaient financés parce que finalement, on n'a pas inventé grand-chose non plus, c'est un principe de souscription assez classique. On raconte souvent que si en 1452 Internet avait existé, la Bible de Gutenberg aurait été sans doute financée via crowdfunding en souscription. Donc c'est un principe qui est vieux comme le monde, simplement la façon dont on le met en musique sur un site comme Ulule, c'est bien sûr d'améliorer
la connectivité avec les réseaux sociaux et de permettre d'amplifier la résonance d'un projet. Et puis bien sûr, il y a aussi une problématique bassement logistique de paiement, puisque les paiements sécurisés sont simplifiés, et donc ça permet d'adresser un projet au plus grand nombre et en plus à l'international. Ulule existe en 6 langues, on a des internautes qui viennent d'un peu partout dans le monde, de 190 pays, et donc ça se développe très très vite. Alors, je ne savais pas que tu préparais un livre sur les erreurs que tu as commises, mais je voudrais qu'on en discute avant quand même, parce que c'est aussi justement quelque chose qui est assez récent, et du coup sur lequel nous-mêmes on a une courbe d'apprentissage assez rapide, on a découvert plein de choses, et il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'on ne faisait pas il y a 1 an ou il y a 2 ans, par exemple, clairement. Donc ça évolue d'une part dans les outils, puisqu'on fait évoluer nos outils d'administration, etc. continuellement. Et puis ça évolue aussi, bien sûr, dans la perception du public, parce qu'il y a des choses qui, justement, à l'époque où Shlomodo était en ligne, des choses qui étaient encore très réservées à un public assez averti, et maintenant ça se démocratise. Ça se démocratise sur des sujets qui sont d'ailleurs, pour le coup, plus classiques ou traditionnels, entre guillemets. Donc il y a beaucoup de projets culturels, bien sûr, il y a 1200 films qui ont été financés, beaucoup de projets de bande dessinée, etc. Et puis là, il y a des projets, il y a une vague de projets de librairie, par exemple. Donc c'est des librairies, notamment de l'ancien réseau Chapitre, qui a fait faillite. Et donc il y a par exemple ce très très beau projet à Clermont-Ferrand de la librairie des Volcans, qui est reprise en scope par 13 salariés. Et les 13 salariés ont besoin de 20 000 € pour compléter leur rapport. Donc ils lancent une campagne sur Ulule. Quand on lance une campagne sur Ulule, on définit un budget et un temps maximum pour atteindre ce budget. Si on n'atteint pas ce budget, c'est opération blanche, tout le monde est remboursé, le porteur de projet ne perçoit rien, et donc voilà, opération blanche. Et si on atteint ou si on dépasse son objectif, bien sûr, le porteur de projet reçoit son budget et ensuite envoie ses contreparties aux différents internautes qui vont aider. Et donc la librairie des Volcans, c'est déjà 600 personnes qui sont derrière ce projet, 30 000 € et ça continue à progresser. Et là aussi, on voit sur un autre univers, mais qui est quand même assez, moi je suis particulièrement sensible en plus, sur la librairie, c'est aussi un lieu d'effervescence, de bouillonnement et de vraie communauté, que ça peut être adapté sur plein de secteurs différents. Je crois qu'on a une belle histoire aussi autour du gin, j'ai entendu dernièrement, j'ai eu l'occasion. Donc pour montrer peut-être cette diversité, moi c'est ce qui me frappe, et c'est ce qui nous rejoint, je pense, qui a fait qu'on a eu envie de t'inviter, c'est cette notion d'empowerment et de si on met à disposition un peu les outils à tout le monde, les outils financiers et les outils techniques et l'espace, on voit que les gens ont plein d'idées, plein de projets, et des projets assez improbables et qui fonctionnent, et dans tous les domaines, même dans les domaines très traditionnels, excusez-moi. Effectivement, des histoires, il y en a beaucoup. Donc l'histoire du gin, c'est un jeune homme qui voulait lancer la fabrication d'un gin fabriqué en France, entièrement fabriqué en France. Pour lancer sa production, il avait besoin d'avoir 100 précommandes, de s'assurer d'avoir 100 précommandes pour avoir la trésorerie pour. Donc il a lancé ce pari. Il a fait 9 fois son objectif, donc il a collecté 110 000 €. Et donc il a lancé sa marque 1083, c'est 1083 km. C'est la distance maximale entre Paris et Portsmouth, donc entre Menton et Portsmouth en Bretagne. Donc avec un concept qui tourne autour de l'idée que le gin est fabriqué entièrement avec des matériaux qui proviennent à moins de 1083 km de chez nous. Donc ça a très très bien marché. Et puis bien sûr, au-delà de la partie financière, donc 110 000 €, ça lui a permis d'aller plus loin. On a de voir des gens faire des choses et ça raconte des histoires. C'est exactement d'ailleurs ce que fait Bowser quand il se filme, il raconte des histoires. D'ailleurs, c'est par les gens de voir qui se mal, etc. Et donc il y a ça. Le financement participatif, sur chaque projet, vous avez l'équivalent d'un fil de news, d'un blog. Et les internautes, ils vont souscrire à un projet, donc bien souvent ils vont vouloir recevoir par exemple ce jeu ou par exemple une bande dessinée, mais ils vont... On la présente presque plus, c'est cette belle imprimante 3D, voilà, quoi, tu peux la présenter un peu si tu veux, mais on la présente presque plus. Par contre, comment aujourd'hui tu fabriques ça, voilà, je te laisse faire, mais voilà, tu connais ça par cœur. Tu veux, je t'ai mis presque. Bon, peut-être pas, enfin on peut peut-être s'en passer parce que si on va plus vite, mais rapidement, moi je viens du sud de la France, j'ai atterri en Lorraine pour les études. Entre-temps, j'ai construit une première imprimante 3D. Comme ça démarrait en France, j'ai voulu la montrer un peu partout. Puis en même temps, on m'invitait pour ça, donc moi j'y allais. L'ennui, c'est que c'était pas, au départ, c'était fait pour rester sur un bureau, pas pour voyager avec. Et donc c'était lourd, c'était encombrant. Ce qui m'a poussé, un peu par cette frustration, à en concevoir une cette fois, conçue dès le départ pour être facile à transporter. Donc la particularité de la fold arabe, c'est qu'elle est pliante. Comme ça devient une sorte de valise avec laquelle on peut partir.
grâce à ça, j'ai pu encore plus faire de démonstrations, d'expositions, de conférences et encore plus voyager avec. Et en fait, en présentant ça à plein de gens, il y en a aussi plein qui ont été intéressés par la machine en elle-même et qui me disaient, finalement, ils aimeraient bien m'en acheter une. Alors au départ, c'était pas complètement prévu, mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Je voyais des projets qui se faisaient sur d'autres plateformes de financement participatif. Donc ça me semblait assez naturel de me dire, j'ai fait un prototype, ça coûte, mettons, 700 €. Je voudrais en faire d'autres pour continuer d'améliorer la machine. Mais plutôt que d'aller voir un banquier qui aurait sans doute pas compris ce que je leur ai raconté, j'ai mis mon projet sur Ulule en disant, je veux faire 10 prototypes, ça coûterait 7 000 € environ. Qui c'est qui serait prêt à financer ça? Alors à hauteur de 15 €, je leur... la récompense, on va dire, ça peut aller d'une carte postale à des autocollants, jusqu'à 700 €, c'était un kit pour fabriquer une machine. Et là où c'est toujours incroyable, c'est que, comme tu disais, il y a une limite minimum qui fait que si on ne l'atteint pas, tout le monde est remboursé. Mais il n'y a pas de plafond maximum. Et c'est là où des fois ça peut être embêtant. Parce que du coup, des 10 kits que j'avais prévu de faire, en fait, on s'est retrouvé avec des souscriptions pour faire 30 kits. Et ça aurait pu être même beaucoup plus. Là, je présente la courbe où on voit un truc qui s'envole de manière exponentielle. Parce qu'en fait, les gens étaient tellement intéressés que je leur ai dit on va s'arrêter à 30 kits, sinon après ça va être difficile de continuer de faire ça justement dans la chambre d'étudiants. Donc ça a plutôt bien marché. Et à l'époque j'étais juste auto-entrepreneur. C'était plus ou moins officiel. Aujourd'hui c'est tout à fait légal. Officialisé vite, mais c'est ça moi qui passionne aussi dans l'histoire d'Emmanuel, c'est que c'est vraiment un étudiant qui démarre un projet dans une chambre d'étudiants. Il n'est pas passé. Alors en plus on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi les gens effectivement du monde, y compris il y a une CCI qui est présente. Voilà. Et c'est vrai que ce que nous on raconte dans les chambres de commerce beaucoup, c'est de dire c'est des projets qui naissent, qui aujourd'hui ne sont pas détectables dans l'échelle de la création d'entreprise. Et là Emmanuel était majeur, mais nous on voit dans nos lieux arriver des mineurs qui ont des projets, qui commencent à vouloir commercialiser ces projets, et on dit attention, l'entrepreneur junior il arrive vraiment quoi. C'est hors circuit, on va dire. Et c'est en ça où, comme on dit, les Fab Labs, des fois, c'est un peu les incubateurs du nouveau siècle. Où les gens, il n'y a pas de contrainte d'entrée, donc c'est pas comme une pépinière, c'est tout le monde qui vient. Et en faisant des choses, ils vont découvrir qu'ils sont capables de faire. Des fois, comme on disait tout à l'heure, ça réveille aussi un peu une envie d'entreprendre. Et ils se disent, vu qu'il y a des gens qui sont intéressés, finalement, il y a simplement à répondre aux besoins d'autres personnes et finalement à commencer à faire ça. Puis après, plus pour la partie production, il y a d'autres soucis quand on commence à devoir faire quelque chose en vrai. Parce que faire une fois une chose, on peut quasiment faire n'importe quoi. Par contre, quand on commence à devoir le faire plusieurs fois, c'est là où c'est bien de pouvoir faire appel à des machines pour répéter ce genre de tâches de fabrication. Mais c'est plus du tout les mêmes contraintes entre faire un prototype, 10 prototypes. Et aujourd'hui, suite à la deuxième campagne de financement, donc toujours il y a une plateforme de financement participatif, on se retrouve avec une centaine de commandes. Et là, on passe sur des échelles qui sont encore un cran au-dessus. Depuis, on est 5 personnes, c'est une SAS située en Lorraine, donc une entreprise plus classique. Après, on a une philosophie assez particulière, c'est que toutes nos pièces, en fait, là, de la machine, alors ça c'est le projet d'origine, toutes les pièces en plastique qui composent l'imprimante sont imprimées en 3D. C'est-à-dire que votre machine, elle n'est pas figée dans le temps, elle peut évoluer. Donc une fois que vous en avez une, vous pouvez en imprimer d'autres et surtout les générations suivantes. Alors c'est un inconvénient, c'est que souvent c'est relativement long à fabriquer une pièce via ce procédé. Mais là, il y a des gens, par exemple, qui vont mettre une batterie d'imprimante en série sur des étagères et ils fabriquer des pièces à la chaîne. On retombe sur une histoire de centralisation où on a tout dans une grosse usine. Et au début, je voulais éviter ça parce que j'étais encore dans la chambre d'étudiants. Puis après, c'était sur une autre manière en fait de distribuer la fabrication. Parce qu'aujourd'hui, plutôt que de monter une usine avec 100 machines pour fabriquer des milliers de machines, nous on en a 5-6. Et encore. Par contre, on a un réseau de personnes, ou du moins on va se baser sur toute la communauté qui possède déjà des imprimantes 3D. Là, c'est plus 100 machines, c'est des milliers de machines situées un peu partout en France, à l'étranger, auxquelles en fait on commande des pièces imprimées pour construire nos propres kits. Ou après, des fois, des gens, on va leur envoyer l'ensemble des pièces pour qu'ils puissent construire leur propre imprimante 3D, sauf les pièces imprimées qui pourront faire fabriquer à côté de chez eux. Et on va essayer comme ça d'augmenter le ratio de ce côté auto-réplicable. Et puis surtout, si on fabriquait les choses de manière plus locale, et c'est là où on retombe après justement sur ce réseau de Fab Labs, si la plupart des produits qu'on achetait aujourd'hui n'étaient pas fabriqués à l'autre bout du monde, mais on va dire à l'échelle du quartier ou de la ville, on ferait des économies de ressources absolument incroyables.
il y a 2 à 3 fois plus de ressources qui sont utilisées, mettons, pour fabriquer un objet. En fait, le ratio, c'est 2 à 3 fois la quantité de ressources utilisées pour fabriquer l'objet qui sont utilisées uniquement pour le déplacer. Donc on pourrait économiser en gros 2 tiers, 60% et quelques de ressources, simplement si on faisait les choses locales. Là, c'est plus pour la partie intérêt écologique. Tu parles de peer-to-peer production ou peer-to-peer fabrication, moi j'aime beaucoup ça effectivement. Nous on parle avec Laurent beaucoup de micro-industrialisation, mais je crois qu'on dit un peu la même chose. Voilà, j'ai toujours trouvé cette idée absolument. C'est l'avantage de ces lieux, effectivement, qui sont en train de devenir des lieux de micro-production, effectivement, aussi. Alors, plus ou moins, parce que c'est une question d'équipement, mais au fur et à mesure, on s'équipe de plus en plus, on peut de plus en plus accueillir. C'est bien de rappeler aussi que ça sert énormément pour, on va dire, tester les choses. Alors ça, déjà, c'est incroyable. Mais c'est pas que ça, c'est aussi fabriquer, même d'un point de vue industriel, des produits. Et il y a comme ça quelques histoires qui sont, bon, demain, j'espère, deviendront complètement communes. Mais il y a comme ça dans notre laboratoire, notre Fab Lab en Lorraine, on fabrique des pièces pour une entreprise industrielle luxembourgeoise qui fabrique des batteries. Et en fait, ils ont une espèce de machine à coudre gigantesque qui tisse des membranes. Et si jamais la machine s'interrompt à un moment où une bobine de fil casse, c'est tout un pan de membrane qu'il faut jeter. Donc ils ont des détrompeurs qui servent à repérer quand le fil casse. Et en fait, ces pièces-là, avant, ils les fabriquaient, enfin, ils les faisaient usiner, mais ça coûtait très cher. Aujourd'hui, on fabrique, via cette technologie-là, ces mêmes pièces. Donc dans notre Fab Lab, finalement, on va fabriquer des pièces qui rentrent dans un procédé industriel. Oui, de la même manière, nous, on est en Vendée avec un gros agroalimentaire, en l'occurrence, qui nous a contactés pour qu'on imprime ils sont dans la brioche, et du coup, qu'on imprime des brioches factices, parce que c'est le volume qui les intéresse, et c'est pour tester leur chaîne de packaging, en fait. Donc leur problématique, c'est ils inventent plein de nouvelles machines pour faire des packaging adaptés à chaque nouvelle brioche. Et donc plutôt que, pour l'instant, ils font appel à des gens qui font des moules, mais qui doivent les faire en grande série. Et c'est tout un truc d'arrêter la grande série pour faire vaguement un exemplaire. Ça plaît ni au fournisseur qui le fait parce qu'il rend service, mais voilà, ça n'intéresse pas, ni à la personne parce que du coup il met 3 semaines. Et du coup ils viennent nous voir en disant bah, attendez, on a peut-être une solution chez vous effectivement pour ça. Merci. Ton entreprise s'appelle OpenEdge parce qu'aujourd'hui, oui, c'est une SAS quand même. Donc ton entreprise est OpenEdge et je crois que tu as pour vocation à créer des machines pour les lieux, toujours. C'est que l'ambition qu'on a derrière tout ça, c'est de se rendre compte que des machines, grâce au projet REPRAP et à d'autres projets qui sont en train d'émerger, on peut non seulement utiliser des machines, on peut les créer nous-mêmes. Et ce faisant, c'est bien moins cher, mais surtout on va apprendre plein de choses sur comment ça fonctionne derrière d'un point de vue mécanique et électronique. Moi je ne connaissais rien avant de y mettre. Puis finalement aujourd'hui j'ai fini par remodifier la machine elle-même et aujourd'hui on commercialise. Et un peu l'ambition qu'on a, c'est finalement de produire les outils de ce mouvement qui puissent après être fabriqués comme ça dans tous les autres clubs. Merci à toi. C'est bien, je crois que tu vas nous parler un peu d'autre chose et en même temps de la même chose, ou presque. Ce qu'on n'a peut-être pas dit, parce que là, on parle de concept, on connaît les gens qui sont là, connaissent déjà un petit peu, c'est que tous ces projets sont, on a dit Creative Commons tout à l'heure, on pourrait dire open source pour l'instant, et que c'est la notion de comment on fait pas seul. C'est bien de faire, il faut commencer par faire, y compris par tout faire, mais on fait pas seul, on fait parce que les gens partagent les plans de la REPRAP. C'est un projet initialement en ligne que tu trouves sur un wiki où tu te dis tiens si j'en montais un. C'est un projet, c'est des projets que toi tu partages avec le monde entier par YouTube et autres aussi. Voilà, c'est des projets que les gens partagent pour financer. Donc il y a vraiment cette notion de comment on arrête de travailler seul dans son coin, en secret, en se disant c'est mon petit service. Et puis je ne veux pas en parler à mon voisin et je ne sais toujours pas ce qui se passe de l'autre côté. Je dirais même un peu partout, voilà, on est en interaction aussi bien avec des très grands groupes qu'avec l'université, qu'avec plein d'autres endroits. Donc comment au contraire on apprend à partager et à diffuser. Je crois que c'est en partie une partie de ton sujet. Non ? Bonjour à tous, merci Emmanuel et Laurent et toute l'équipe du Fab Lab de m'accueillir ici. Moi je suis la porte-parole d'une communauté qui s'appelle Hack a PhD. Je ne sais pas si on va mettre toutes les slides, je pense que par tout ce qui s'est dit, j'ai déjà plein de choses peut-être à ajouter. Tout ce que vous avez dit me parle et tout ce monde, ce que moi j'appelle
collaboratif, le contributif, le peer-to-peer, l'ouverture. C'est des choses où je suis rentrée dedans il y a 3 ans maintenant. Et ça m'a passionnée. Pour moi, je viens de neurosciences cognitives et j'étudie avec le cerveau. Et petit à petit, avec tout ce que j'ai pu voir, les personnes, le laboratoire, c'était la société que j'observais et ses transformations. Et ça m'a vraiment passionnée. Je me suis dit, mais c'est quoi ces changements de modèle, ces changements d'organisation aussi, ces nouveaux modes aussi, ces nouvelles licences qui se mettent en place? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça et pourquoi ça arrive aujourd'hui? Pourquoi ça émerge? Et c'est comme ça qu'est née cette communauté Hack Your PhD. C'est né vraiment d'un projet personnel où je me suis dit, j'ai envie de faire de la recherche, j'ai envie d'apporter des réponses aussi sur tout ce qu'on observe, sûrement que tu observes, et on se dit pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi ça ne fonctionne pas. On expérimente et je me suis dit, avec mon petit côté de chercheuse, voilà, j'aimerais faire une thèse peut-être là-dessus, mais en utilisant toutes ces pratiques aussi que je découvrais. Et ça, j'ai trouvé réponse avec ce qu'on appelle l'open science. Et bizarrement, ce réseau Hack Your PhD, au début, c'était une question que je me suis posée, j'ai envie de faire différemment et comment je peux faire de la recherche différemment aujourd'hui. Et c'était il y a 1 an, même pas. J'étais aussi là aussi à l'Open Camp et c'est aussi une belle histoire, je pense, parce que c'est une histoire qui regroupe beaucoup de personnes aujourd'hui. Cette histoire personnelle, elle est devenue un projet commun avec des chercheurs, des étudiants, des postdoctorants, des entrepreneurs aussi. Je suis très proche de tout le groupe de l'économie collaborative, donc on trouve aussi tout ce qui est financement participatif, mais aussi peer-to-peer production. Et voilà, c'est des personnes qui se disent, au niveau de la recherche aujourd'hui, au niveau des chercheurs, on a envie de faire différemment, on a envie de partager aussi, et de coproduire aussi au niveau savoir avec des chercheurs et des non-chercheurs. Et c'est ça que le PhD, c'est un groupe qui a une curiosité commune autour de ce qu'on appelle l'open science. Donc c'est un nouveau mode un peu de partage des savoirs, mais aussi de production des connaissances, avec des valeurs très fortes autour de l'ouverture, de la transparence et de la collaboration. Et avec le PhD, aujourd'hui, on fait de la veille. De la veille en anglais, en français, en espagnol. Ça a commencé sur un groupe Facebook, on était 5 au début, et puis on est plus de 1000 aujourd'hui. Ça a été des événements organisés à Paris, mais aussi ailleurs, aux États-Unis, grâce à un voyage que j'ai pu réaliser cet été, grâce aussi à une campagne de crowdfunding. Et puis voilà, c'est beaucoup de rencontres avec les acteurs de l'open science. Et Hack Your PhD, c'est cette idée-là de montrer un réseau et d'être une porte d'entrée pour des chercheurs ou des non-chercheurs sur ces nouvelles pratiques d'open science. Et il y en a beaucoup, donc là je vais expliquer un peu ce que c'est que l'open science. Je pense que c'est vraiment un terme qui permet à des personnes aujourd'hui de se réapproprier un peu collectivement les connaissances et de ce qu'on peut faire avec ces connaissances-là, mais aussi comment les produire. Donc on a aussi au niveau recherche, tout ce qui est financement participatif. Il y a de plus en plus de projets qui sont financés de cette façon-là. Il y a aussi des nouveaux lieux de recherche. Cet été, lors de mon voyage aux États-Unis, j'ai pu rencontrer plein de personnes dans des lieux qu'on appelle des bio-hackerspace. Donc c'est des lieux où on bidouille au niveau sciences du vivant, tout en ayant une certaine éthique. C'est-à-dire que ce n'est pas des personnes qui vont faire n'importe quoi. J'ai vu plein de lieux comme ça. Il y a aussi des lieux comme ça qui se développent en France, par exemple la paillasse, peut-être que vous en entendrez parler, ou en tout cas je vous invite vraiment à taper la paillasse et aller voir ce qu'ils font, mais aussi un Open Lab ou un Cog Lab avec Romain aussi qui est dans la salle et qui développe ça. Donc voilà, des nouveaux lieux de recherche en dehors de la recherche académique, mais aussi des nouveaux lieux de recherche dans la recherche, dans le monde de la recherche académique. Et ça, aux États-Unis, j'ai vu des lieux super. Un lieu qui s'appelle le Green Neuroscience Lab, où ils essayent de faire des neurosciences de façon différente, de façon plus éthique aussi. Et puis il y a des nouveaux modes de production où dans des labos, on voit des imprimantes 3D. Donc ils utilisent des systèmes aussi Arduino. Autour, publié. Il paraît qu'il faut fermer. Ah si, ça marche.
autour de la publication des chercheurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question-là, qui est une question un peu cruciale? Toi, tu es en thèse, quand tu... J'ai pas encore commencé, j'aimerais bien commencer. Ou plutôt, je pense que j'ai commencé à faire de la recherche ou à partager mes idées par rapport à ce moment de la science ouverte, de l'open science, que j'ai envie d'explorer, et avec une certaine méthodologie de recherche. L'idée de Hack Your PhD, c'est pas de jeter toute la recherche académique à la poubelle, loin de là, mais c'est juste de dire qu'il y a peut-être de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire. Et donc pour la diffusion des connaissances, il y a un mouvement, peut-être que certains le connaissent, qu'on appelle l'open access. Donc c'est l'idée que aujourd'hui, le système traditionnel de publication scientifique, c'est on publie, mais pour avoir accès aux publications scientifiques, il faut payer des abonnements. Et quand on est chercheur, c'est souvent l'université qui paye, mais les abonnements coûtent très cher. Mais par exemple, quand on est journaliste, ça m'est encore arrivé ce matin, quand on veut accéder à un article, on ne peut pas, à part payer 30 $ pour lire l'article. Donc voilà, c'est vraiment des questions cruciales. Et l'open access, c'est l'ouverture de ces publications scientifiques aux chercheurs, mais aussi à des non-chercheurs ou des personnes qui ont juste envie, par exemple, qui ont arrêté la recherche, qui sont plus en doctorat, mais qui ont envie d'avoir les dernières actualités au niveau d'un sujet, de pouvoir y accéder. C'est pour ça que l'open... Voilà. Après, il y a des questions de modèle économique derrière, mais je pense qu'on est tous dans ces problématiques-là de business model de l'open. Donc voilà, à peu près ce que j'avais à vous dire, mais en tout cas, c'est des termes où tout ce qui est abordé aujourd'hui, tout ce que fait le FacLab depuis 2 ans maintenant, c'est des valeurs. Tout à l'heure, on parlait d'ouverture, de faire, de ne pas être formaté aussi, ou de peer learning, qu'on trouve aussi dans le monde de la recherche et qu'avec Hack Your PhD, on a en tout cas envie d'expérimenter. Merci. Je crois que tu fais des ateliers avec des doctorants, etc. On en discutera, mais il y a peut-être des choses à monter. On va voir si on peut expérimenter les choses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suppose plein, donc voilà, on se thème. Alors voilà, allez-y. Celui-là est...